Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette nouvelle conférence Sénature. Conférence qui s'inscrit dans le cycle des conférences que la province organise pour célébrer les 10 ans de l'inscription des lacs du Grand Sud à la Convention Ramsar. Donc, convention internationale sur les zones humides. Donc, c'est le seul écosystème qui a sa propre convention dans le monde entier. Donc, merci d'être venu pour cette conférence donc, sur les eaux souterraines, qui est donc proposée par la province. Et, donc, ce soir, elle est animée par le BRGM et la DIMINC, donc direction du gouvernement. Donc, je vais vous présenter rapidement les intervenants. On a donc Vincent Mardel, qui est hydrogéologue au sein du BRGM depuis 1989. Il a été directeur au service géologique régional du Limousin. Puis en 2007, il a été nommé directeur de l'antenne BRGM de Nouvelle-Calédonie. Donc il travaille au sein de la DIMINC au service géologique de la Nouvelle-Calédonie. Et il apporte son appui technique sur l'ensemble des thématiques des sciences de la Terre. Auparavant, il a travaillé dans le domaine de l'eau souterraine au travers de tous ses usages, géothermie, alimentation en eau potable, risques dont les inondations associées aux remontées de nappes. Les inondations par remontée de nappes, pardon. Il a été également hydrogéologue au titre de la santé sur les territoires de la Réunion et auteur du référentiel des masses d'eau métropolitains et de celui de la BD LISA. Il a travaillé à la mise en place des référentiels de l'eau en métropole et hors métropole et à celle d'une méthode généralisée de l'analyse de la vulnérabilité des aquifères. Il a travaillé depuis plus de 20 ans dans tous les pays du monde sauf l'Asie. Et en Nouvelle-Calédonie, il travaille depuis plusieurs années à l'intégration des données géophysiques héliportées, initialement acquises dans la thématique minière par le CNRT sur la thématique des eaux souterraines. Ensuite, on a Angélique Gouet. Comment Angéline, pardon. Qui est originaire de Lifou, dont l'eau potable, dont la seule ressource en eau potable est l'eau souterraine. Donc cette ressource y est très vulnérable et elle est peu connue sur le territoire. Donc c'est pourquoi elle a décidé d'orienter ses études vers les eaux souterraines pour la protection et l'amélioration des connaissances dans ce domaine. Titulaire depuis 2020 d'un master en hydrogéologie et transfert à l'Université de Poitiers, elle est actuellement hydrogéologue au sein du service de géologie de Nouvelle-Calédonie depuis fin 2022. Et elle a contribué à la mise en place du premier référentiel hydrogéologique de la Nouvelle-Calédonie, donc BD LISA, dont on va parler ce soir. Elle travaille sur l'acquisition et la valorisation des données à disposition concernant les eaux souterraines en donnant des avis concernant l'implantation et l'exploitation des forages avec l'équipe du service hydro. Et elle vient en aide aux communes pour la recherche de ressources en eau souterraine. Et enfin, Léa Russe, qui est passionnée depuis petite par les cailloux, et c'est pourquoi elle a aussi décidé de faire des études en géologie avec une spécialisation en hydrogéologie. Entre 2011 et 2015, elle a travaillé au sein d'un bureau d'études local en Nouvelle-Calédonie, où elle a travaillé dans des missions, elle a fait des missions diverses, comme l'établissement de réseaux de suivi de nappes alluviales, l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à l'alimentation en eau potable et la délimitation de l'intrusion marine et le suivi des cours sous influence minière. Elle a à cœur de mener à bien les prescriptions émises au sein des bureaux d'études et elle était intriguée par le monde minier. C'est pourquoi elle a intégré le service environnement d'une société minière du territoire où elle a acquis des compétences en hydrogéologie et plus spécifiquement sur le système multicouche des péridotites qui participent activement au suivi et à la protection de la ressource en eau, qu'elle soit superficielle ou souterraine. Donc, après plus de 10 ans dans le secteur privé, elle a intégré en début d'année dernière le service de géologie de la Nouvelle-Calédonie au sein de la DIMINC. Et elle souhaite participer à la mise en place de la politique d'eau partagée en Nouvelle-Calédonie et mettre à profit ses compétences et connaissances en hydrogéologie. Donc, je vais lui laisser la parole maintenant. Et ah oui, je voulais aussi préciser que la conférence est filmée par Calédonia. Donc, si vous avez des questions,
Merci de les garder pour la fin de la conférence et je ferai passer le micro dans la salle après la présentation des intervenants. Bonne conférence. Bonsoir à tous, merci d'être là en cette veille de grand week-end et surtout plus un soir à 18h. Ça nous fait chaud au cœur de voir un peu l'amphi rempli, merci. Alors, du coup, vaste sujet, les eaux souterraines. Donc c'est une conférence qu'on va présenter à 3 voix, donc avec Angéline et Vincent. Je vais vous faire une petite introduction pour faire un petit rappel un petit peu sur les eaux générales en Nouvelle-Calédonie. Angéline vous présentera un état des lieux des connaissances, et notamment l'atlas hydrogéologique auquel elle a participé à sa mise en place. Vincent vous fera un focus sur le Grand Sud, parce que c'est quand même l'objet des conférences et de l'inscription Ramsar de ce soir. Et je terminerai par tout ce qui est vulnérabilité et opportunité. Alors, je pense que vous le savez tous, mais on est tous liés dans un cycle qui est l'eau, l'homme et l'environnement. Et les uns les autres, on dépend les uns des autres et on impacte les autres secteurs. C'est pourquoi l'ONU a, dans ses objectifs sur les progrès à faire à l'échelle mondiale, a classé un de ses objectifs en 2015, le fait de garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et d'assurer une gestion durable des ressources en eau. Et bien sûr, en Nouvelle-Calédonie, on n'échappe pas à cette préoccupation. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, l'ensemble des collectivités met en œuvre des actions pour avoir une réponse intégrée, mais autant localement que globalement, et à court terme et à long terme. Bon, une petite slide de rappel sur le cycle de l'eau. Je pense que vous savez, mais ça sert toujours. 3 grands réservoirs, l'hydrosphère, l'atmosphère et la biosphère. Et les uns les autres, comme l'eau, l'homme et l'environnement, interagissent dans un cycle sans fin qui permet la circulation sous différents états de l'eau et ainsi l'alimentation des différents systèmes, que ce soit nos rivières ou nos nappes. Un petit chiffre qui est important à avoir en tête, c'est les stocks d'eau douce. 2,8% seulement des stocks d'eau mondiaux sont des eaux douces. C'est environ 1,4 milliard km3. Pardon. Et sur ces 2,8%, on en a 2,1% qui sont stockés dans les glaces et les neiges. Donc au final, on n'a que 0,7% de l'eau douce qui est mobilisable. Et sur ces 0,7%, les eaux souterraines représentent environ 26% du stock. Donc ce n'est pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il faut y faire attention. En Nouvelle-Calédonie maintenant. La Nouvelle-Calédonie est soumise à des influences saisonnières à la fois tropicales et tempérées. C'est pour ça qu'on va avoir des variabilités temporelles au niveau de notre pluviométrie. Je vous apprends rien, on a une saison sèche et une saison humide. Il faut savoir que durant la saison humide, c'est environ 50% de notre pluie annuelle qui tombe sur ces quelques mois, généralement de novembre à mai. Et pluriannuel, ben ça on l'a bien connu récemment avec la période La Niña qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Mais voilà, donc en fait on va avoir des années où on va avoir des années sèches, des années où on va avoir des années humides, et au sein de chaque année, on aura une saison sèche et une saison humide. Ça crée des contrastes en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce qu'on a une chaîne centrale qui fait un relief très élevé et qui fait que la côte est la côte appelée la côte sous le vent et qui a généralement 2 à 5 fois plus de pluviométrie que la côte ouest. Donc tout ce que vous voyez en bleu là, c'est les précipitations moyennes annuelles calculées entre 1991 et 2000. Et vous voyez que sur la côte est, on peut aller jusqu'à 5000 mm, tandis que sur la côte ouest, parfois, ça peut aller de 0 à 1000 mm. Donc on a des zones qui peuvent être en grand déficit pluviométrique par rapport à des zones qui vont être en excédent pluviométrique. Et donc ça, c'est une variabilité spatiale qui est importante à prendre en compte en Nouvelle-Calédonie. Cette variabilité de pluie entraîne par conséquent des débits d'étiage qui sont plus faibles sur la côte ouest au niveau des rivières.
Donc, on va avoir, quand on a moins d'eau de pluie, forcément, on a moins d'eau qui alimente les rivières. Donc, on va avoir des débits plus faibles. Et du coup, par contre, à l'inverse, sur la côte Est, on aura des débits qui vont être beaucoup plus importants. Là, vous voyez, les bleus foncés, ça peut aller jusqu'à 15 litres par seconde par kilomètre carré de bassin versant, tandis que les criques là, en rouge, on va avoir des débits qui vont être inférieurs à 1, voire carrément à 0. Donc, des criques en à sec. Et ça pose problème en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce que 60% des captages destinés à l'alimentation en eau potable sont effectués sur des ressources superficielles. Et à titre indicatif, ça représente à peu près 90% du volume d'eau qui est distribué en eau potable. Sauf que du coup, si on a majoritairement des captages sur des criques qui peuvent être à sec, ou qui du moins sur la côte ouest peuvent être plus facilement à sec, et sur la côte est, il y a de l'eau, mais du coup, ça va être beaucoup en crue, donc avec des eaux rouges ou des eaux polluées. Ça crée des problèmes de pollution. Donc, on va avoir une ressource qui est vulnérable aux pollutions, aux crues et aux sécheresses. Maintenant, entrons un petit peu dans le vif du sujet de l'hydrogéologie. 2 définitions qui sont importantes à rappeler et qui vous permettront de mieux comprendre ce que mes collègues vont vous présenter par la suite. La notion d'aquifère. Alors, la notion d'aquifère, pour être très simple et simpliste, prenez une bouteille, vous la remplissez d'eau, vous avez un aquifère. C'est le contenant et le contenu. En fait, c'est un réservoir qui est formé par une formation géologique qui contient de l'eau et au sein de laquelle l'eau peut circuler. Et après, bien sûr, ça va ressortir et ça va soit alimenter une rivière, soit alimenter une source. À l'inverse d'un aquitar, c'est un peu la même chose, sauf qu'en fait, la formation géologique qui la constitue va faire en sorte qu'elle va accumuler les eaux et va les redistribuer très lentement, généralement en circulation verticale, vers des horizons sous-jacents. Après, c'est un peu flou, désolé. Un autre schéma avec des éléments importants en hydrogéologie, c'est les notions de zone saturée, de nappe libre, de nappe captive. La zone non saturée, comme vous pouvez le voir, c'est la zone du sol où l'eau va transiter pour venir alimenter la nappe libre. La nappe libre, c'est là où on va avoir de l'eau en permanence qui va circuler librement et qui va, avec son niveau qui va pouvoir varier en fonction de la pluviométrie ou d'autres apports qui vont arriver. À l'inverse, la nappe captive, elle va être confinée entre 2 niveaux imperméables. Donc, c'est 2 niveaux de roche qui ne permettent pas le transit vertical ou horizontal de l'eau. Et donc, l'eau, elle ne peut pas s'écouler librement au niveau de la nappe captive qu'au niveau de la nappe libre. Et ça, c'est important en hydrogéologie parce que ça va nous conditionner une terminologie, notamment dans notre atlas de Bédélisa. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue. Alors moi, pour cette partie, je vais vous présenter les 2 bases de données que nous avons à notre disposition dans le service. Alors, la première base de données que je vais vous présenter, c'est le premier référentiel hydrogéologique de la Nouvelle-Calédonie, que l'on appelle aussi Bédélisa. C'est la base de données des limites de systèmes aquifères de la Nouvelle-Calédonie. Cette Bédélisa, elle cartographie, elle montre en fait la cartographie des différentes entités hydrogéologiques présentes sur la Nouvelle-Calédonie et elle se fait au niveau de 3 échelles. Alors, l'échelle la plus petite, c'est le niveau 3. Et le niveau 3, en fait, c'est le niveau où on va mettre toute notre connaissance hydrogéologique. Et dans ce niveau, on a cartographié 469 entités. Et dans ce niveau, on a 3 types d'entités. Ce sera des entités qui sont soit des unités aquifères, c'est-à-dire des unités perméables, soit des unités semi-perméables qui ont une perméabilité moyenne, ou des unités imperméables.
qui ont une perméabilité faible, voire très faible. Lorsque l'on dézoome un peu, on arrive au niveau 2, c'est le niveau régional. Et en fait, le niveau 2, il regroupe plusieurs entités de niveau 3. Dans ce niveau, on a cartographié 213 entités. Et dans ce niveau, on a deux types d'entités. On a soit les systèmes aquifères. Alors, le système aquifère regroupe plusieurs unités aquifères. Et on a le domaine hydrogéologique. Dans ce domaine hydrogéologique, on aura plusieurs unités semi-perméables. Lorsque l'on dézoome encore un peu, on arrive au niveau 1, c'est le niveau territorial. Le niveau territorial, ce n'est pas tout le territoire, mais c'est juste un niveau qui est un tout petit peu plus grand par rapport au niveau régional. Et dans ce niveau, on regroupe plusieurs entités de niveau 2. Donc, dans ce niveau, on aura des entités qui seront soit des grands systèmes aquifères. Alors, ces entités, ils regroupent les éléments de niveau 2 qui seront soit des systèmes aquifères ou des entités du domaine hydrogéologique, où on aura des grands systèmes, de grands domaines hydrogéologiques qui est composé de unités de domaine hydrogéologique ou de unités imperméables, de niveau 3. Et enfin, les dernières entités, c'est le grand système multicouche. Et ici, le grand système multicouche, lui, il rassemble toutes les entités. Donc, soit on aura les grands systèmes aquifères ou les grands domaines hydrogéologiques. Alors, la mise en place de la baie d'Elisa, elle s'est faite en deux grandes étapes. La première étape, c'était la cartographie des entités hydrogéologiques. Alors, cette cartographie, elle s'est faite à partir de la carte géologique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, nous avons cartographié les différentes entités géologiques qui avaient le même comportement hydrogéologique pour en faire une seule entité hydrogéologique. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Alors, après, à partir de l'âge des entités géologiques et de l'histoire géologique de la Nouvelle-Calédonie, on a pu faire un empilement des entités hydrogéologiques dans des entités de la baie d'Elisa. Donc, par exemple, on sait, comme ici sur la carte de la presqu'île de Poum, on a cartographié la cuirasse là-haut en gris. Et on sait que sous la cuirasse, on aura les allotérites, sous les allotérites, on aura les isaltérites, etc. Donc, le résultat nous donne une cartographie en 3D. Nous, on dit plutôt en 2D et demi, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment du 3D, parce qu'on n'a pas en fait, les épaisseurs des entités hydrogéologiques. Donc là, l'épaisseur qu'on a mis, c'est une épaisseur homogène partout, mais on n'a pas vraiment les différentes épaisseurs de toutes les couches. L'autre étape, en fait, consistait à caractériser les différentes entités hydrogéologiques. Alors, la caractérisation s'est faite sur les 3 niveaux. Alors, au niveau 3, on a caractérisé les entités en fonction de leur nature. Comme je vous ai présenté au tout début, la nature, c'est dire si c'est une unité aquifère, une unité imperméable, une unité semi-perméable. Après, on a caractérisé en fonction de leur milieu, si on était dans du poreux, du fissuré, du karstique, de double porosité, etc. Après, on a caractérisé aussi en fonction de l'état de la nappe, si on était dans une nappe libre et captive ou une nappe semi-captive. Et enfin, au niveau 3, on a caractérisé aussi en fonction des thèmes. Donc, si on était sur de l'alluvial, du magmatique, du montélique, etc. Au niveau 2, les entités ont été caractérisées en fonction de leur nature aussi. Bon, je ne reviens pas dans les détails, on a vu avant. Et aussi en fonction de leur milieu. Donc, si c'était poreux, fissuré, karstique, etc. Au niveau 1, les entités sont juste caractérisées en fonction de leur nature. Alors, juste un petit point de vigilance par rapport à la baie d'Elisa. Alors, la baie d'Elisa, en fait, elle nous montre la cartographie des différents réservoirs sur toute la Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient en eau ou pas. Il ne nous dit pas où est-ce qu'on a de l'eau. Il nous dit juste que voilà, on a la possibilité d'avoir de l'eau sur tel réservoir. Après, une fois que la baie d'Elisa est terminée, on a pu éditer en fait la carte hydrogéologique de la Nouvelle-Calédonie. Alors cette carte, elle présente les différentes entités de niveau 3 en fonction de la lithologie et de la nature des entités hydrogéologiques.
La baie d'Elisa, vous pouvez la trouver sur les sites internet du Géorep ou le site internet de la DIMEC. Ça s'appelle l'Explo Lisa. Et sur cet explo, nous avons représenté en fait les différents niveaux et les différentes entités en fonction de leurs caractéristiques. Et aussi sur l'explo, vous pouvez cliquer à un endroit et après, vous pouvez avoir les différents empilements des différentes entités en fonction des niveaux que vous voulez. Et en cliquant sur l'entité, vous avez un fichier PDF qui vous récapitule tout ce que vous pouvez savoir sur l'entité hydrogéologique. Maintenant, je vais rentrer plus dans les détails dans le détail pour les grands systèmes aquifères, les grands hydrosystèmes de la Nouvelle-Calédonie, les principaux. Alors, d'abord, nous avons les formations alluviales. Alors, les formations alluviales, ils représentent que 10% de la Nouvelle-Calédonie, mais sont les premières ressources souterraines exploitées. Et là, comme vous pouvez le voir sur la carte, en bleu foncé, c'est les parties qui sont à l'affleurement. Et en bleu clair, ce sera les parties qui sont sous couverture. Alors là, on voit que les formations alluviales sont principalement à l'affleurement. Alors leur composition et leur granulométrie, elle est très dépendante de la géologie, ce qui donne une forte hétérogénéité horizontale et verticale, et aussi qui rend une perméabilité et une porosité variable. Les nappes alluviales représentent en fait des enjeux agricoles ou AEP. Et les nappes alluviales majeures sont équipées de réseaux de suivi. L'hydrosystème des carbonates des îles Loyauté, elle représente 11% du territoire. Cet hydrosystème, en fait, présente le phénomène de karstification des roches. Alors, la karstification, elle est due à la dissolution des carbonates. Enfin, c'est la dissolution des carbonates qui est due à l'infiltration et la circulation d'eau. Alors, avec cette karstification, on a des cavités souterraines qui se forment et les cavités souterraines ici forment un réservoir en eau douce. Mais comme vous le voyez, les cavités souterraines aussi peuvent être des sources en fait les pollutions quand elles arrivent, c'est plus facile de passer par les cavités, donc ça rend en fait notre eau douce très vulnérable. Alors l'eau douce, elle repose sur l'eau salée. Et ici, c'est aussi très vulnérable car on peut avoir des problèmes d'intrusion marine qui est naturel, ou sinon, lorsque l'on pompe, là par exemple, on peut voir que lorsque l'on pompe, on a un rabattement de l'eau douce, mais aussi une remontée d'eau salée. D'eau salée. Si on pompe trop, on risque de faire monter l'eau salée dans notre pompage et polluer en fait notre nappe d'eau douce. Maintenant, le grand système multicouche des massifs de péridotite. Alors, elle est présente sur 31% du territoire et elle est majoritairement à l'affleurement aussi. Elle est composée du grand massif du Sud et de plusieurs petits massifs isolés. Elle alimente les réseaux hydrographiques et les nappes associées et aussi les formations géologiques sous-jacentes. Elle est étudiée depuis plus d'un siècle pour le minerai de nickel, de fer, de chrome, de cobalt. Mais c'est seulement depuis 2 décennies que la ressource en eau des massifs de péridotite est considérée comme telle. C'est un hydrosystème qui est au fait de milieu fracturé, mais cet hydrosystème-là, elle est dépendante du profil d'altération. Alors, de la surface vers la profondeur, nous aurons d'abord un aquifère supérieur temporaire qui est celui de la cuirasse et de la grenaille. Puis après, on a l'aquitar des horizons des latérites. Après, on a l'aquifère principal qui est l'aquifère des saprolites grossières et les péridotites fracturées. C'est dans cet horizon-là qu'on aura une facilité de circulation d'eau. Et c'est cet horizon-là qui alimente les principales résurgences des versants. Puis après, on a l'aquitar fracturé, qui est la roche-mère profonde. Et dans cet horizon-là, la perméabilité, elle est décroissante en fonction de la profondeur. Et enfin, pour terminer, on a la semelle serpentineuse qui, elle, est imperméable. Le grand système multicouche des formations magmatiques de l'unité de Poya. Alors, cet hydrosystème, elle est présent sur 35% de la Nouvelle-Calédonie. Mais là, c'est 35%, mais
c'est à l'affleurement et aussi sous couverture. Elle est principalement sous couverture, comme on peut voir sur cette carte. On a la plupart de... Enfin, c'est bleu clair, en fait, ce qu'on voit là, sur la carte. Et elle se compose d'un aquitar peu perméable, mais poreux. C'est la roche altérée. Puis, plus profond, on aura un aquifère fracturé perméable, c'est la roche-mère. Alors, c'est l'exutoire principal de l'hydrosystème des péridotites. Et c'est aussi une ressource relativement bien protégée, avec un potentiel en eau souvent mal estimé. Elle est qualifiée de ressource d'eau majeure depuis les années 60. Le dernier hydrosystème, c'est le grand domaine hydrogéologique des formations sédimentaires du Crétacé. Et elle représente 48% du territoire. Mais elle aussi, elle est essentiellement sous couverture. Elle se compose de schistes siliceux, des formations à charbon, des grès, etc. Et en fait, c'est une forte diversité de lithologie. Et ce mélange, en fait, il forme des piètres aquifères car ils sont peu perméables. Mais là, par exemple, sur la carte, on peut voir que dans le nord, tout à fait au nord-ouest, c'est leur seule ressource. Donc, en fait, elle est peut-être imperméable et c'est pas aquifère, mais sauf que pour certains endroits, c'est leur seule ressource. Ils peuvent pas faire autrement. C'est pour ça que là-haut, ils ont beaucoup de problèmes d'eau. Maintenant, je vais vous parler de la BDSS-NC. C'est la base de données du sous-sol. Alors, cette base de données, elle représente les différents forages, la localisation des différents forages, des piézomètres, des puits sur tout le territoire et que l'on a répertorié. Et cette base de données, attention, elle n'intègre pas en fait tous les ouvrages de suivi des massifs de miniers en exploitation. Sur cette base de données, nous avons 5792 ouvrages, mais on a seulement 20% des données, on a seulement 20% de ces ouvrages qui ont de la donnée. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, on a très peu de données sur cette base. Et une fois qu'on a de la donnée, en fait, la plupart des données, elles sont incomplètes ou des fois, elles ne sont pas très justes. Et on peut voir ici, sur ce graphique-là, que les données, elles sont très mal réparties. Elles sont très mal réparties. Et la densité de la connaissance, en moyenne, elle est d'1 point d'eau sur 16 km². Donc, elle est 15 fois moins qu'en métropole, qu'en France métropolitaine. À la suite de ça, par rapport à nos deux bases de données, en fait, alors l'idéal, ce sera d'avoir une base de BDSS complète avec des sondages géologiques renseignés, avec des nouveaux niveaux piézométriques. Comme ça, cette base de données-là, elle va nous permettre d'alimenter notre BD-LISA. Et en l'alimentant, on pourra donner une épaisseur à nos différentes couches hydrogéologiques et peut-être aussi donner des niveaux de profondeur d'eau en fonction des différentes entités hydrogéologiques. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue pour la suite. Merci Angeline. On n'imagine pas, mais le travail qu'Angeline a conduit pour arriver à faire un référentiel en métropole, on était 24 hydrogéologues sur les 23 régions, enfin ça a pris 4 ans. Et en Nouvelle-Calédonie, on a réussi à la bâtir en un an et demi. Et on est déjà à la version 0 avec une préparation de la version 1 en amélioration. Donc je ne le dis pas assez souvent, mais c'est un travail remarquable qui a permis d'avancer et de grandes avancées à venir. Moi, je vais vous revenir sur le massif du Sud. On va reprendre un tout petit peu d'histoire, mais je pense que tout le monde la connaît. À l'origine, la Nouvelle-Calédonie, pardon, je vais revenir en arrière. À l'origine, la Nouvelle-Calédonie, il y a 105 millions d'années, n'a pas de massif de péridotites. Les péridotites vont arriver après une période, une tentative de subduction à 65 millions d'années, si j'arrive à trouver le point, voilà, avec une première tentative de subduction. Et puis la Calédonie, on sait qu'elle a un régime particulier, elle résiste. Elle résiste et cette subduction va se transformer en une obduction. L'obduction, en fait, c'est le fait que le manteau sous-marin terrestre qui est sous l'océan va venir
se poser sur les formations terrestres. En règle générale, c'est le contraire. En règle générale, le manteau terrestre, il passe sous les croûtes continentales. Et bien là, l'obduction, c'est un phénomène assez extraordinaire. Le manteau terrestre qui était sous-marin est venu recouvrir la Nouvelle-Calédonie. Donc ce phénomène de l'obduction du manteau terrestre, moi je l'ai observé en Oman, je l'ai observé, je crois qu'on le voit à Chypre aussi, sur Lordos. Il est vraiment pas courant et c'est vraiment une première spécificité du système, de notre système. Deuxième particularité, ces roches, depuis 35 millions d'années, se sont fait altérer. Et en fait, l'altération, ça correspond à une altération chimique et météoritique. L'eau de pluie vient et dissout. Et comme on est sur des terrains dans le sud qui ont relativement peu de pente, en fait, elle va dissoudre, rendre mobile des éléments qui vont s'en aller. Et les éléments les moins mobiles vont rester. Et vous faites partir les plus mobiles et vous gardez les plus lourds. Et au bout d'un moment, en fait, vous enrichissez votre système tout doucement avec les métaux les plus lourds. En fait, le gisement s'est formé parce que les parties les plus meubles et disponibles pour partir ont été transportées vers l'extérieur et le nickel est resté, le chrome, le cobalt. Et on a perdu de l'ordre de 30, il reste de l'ordre de 20 à 30% de l'épaisseur originelle des facias. C'est-à-dire que là, on avait 100 mètres de manteau, on n'a plus que 30 mètres d'épaisseur. Donc vous voyez, beaucoup de choses sont parties, sont restés les minéraux les plus intéressants pour nous en termes de gisements miniers. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement primaire. En fait, on ne garde que ce qui nous intéresse. Et puis comme ces minéraux ont été emportés et ont circulé à travers encore des fluides, de simplement d'écoulement, ben ça a formé les roches vertes que tout le monde connaît, la garnierite, qui est un enrichissement secondaire. Et l'enrichissement primaire, c'est celui-ci, par départ des matériaux. Ça nous a conduit à avoir un massif du Sud assez particulier. Alors, je ne m'intéresserai pas à la partie nord du massif, mais à la partie sud, où on a des grands plateaux, des grands bassins, à fond relativement plat, qui sont des zones en fait qui apparaissent comme des zones d'effondrement. Mais ce n'est pas des effondrements tectoniques. C'est des zones où la matière est partie et il ne reste plus que l'altération principale. Avec une morphologie bien particulière, parce que je vais vous parler d'un pseudo-karst. Alors, tout à l'heure, on a déjà dit le mot karst. Le mot karst, les géologues et les hydrogéologues l'associent au carbonate. Eh bien, nous, en Nouvelle-Calédonie, on parle aussi de karst. Et on parle de karst pour une raison simple. On va la détailler dans les principales formations. L'empilement connu et commun du massif, on vous l'a présenté rapidement, c'est d'abord de la cuirasse, ensuite des latérites rouges et jaunes. Bon, c'est la terre rouge que tout le monde connaît, qui a bien l'avantage de coller aux carrosseries. Mais si vous avez remarqué, elle ne colle pas tellement aux pieds, elle ne fait pas d'argile, relativement peu, qui surmonte un horizon qu'on appelle, nous, la saproque, qui est un mélange entre roche dure et latérite. Donc, c'est un mélange des deux formations qui repose sur la roche-mère et sous la roche-mère, la fameuse semelle. Dans le détail, vous retrouvez la cuirasse, voilà un exemple, ces formations bien sombres, les latérites rouges, la saproque. Si vous avez l'occasion de vous balader autour du lac de Yaté, vous verrez la saproque qui affleure, avec des roches largement découpées, avec de grandes cavités. Et puis dessous, les péridotites saines, qui sont souvent serpentinisées. Je n'ai pas d'exemple de la serpentine, parce que dans le Massif du Sud, on ne l'observe pas, ou très peu la semelle. Et puis si je regarde un exemple que l'on a sur le bord de la route quand on se promène à Yaté, on voit les latérites en surface, on voit des horizons qui ressemblent à la saproque, et puis les niveaux d'eau qui apparaissent à ces endroits-là. Et en fait, ce que vous décrivez tout à l'heure, la cuitarde, c'est ces roches, ces formations qui stockent l'eau, mais la transmettent difficilement, et l'aquifère, c'est cet horizon qui permet le transfert d'eau. Pour résumer le système, alors une vieille image que j'utilisais déjà à Limoges, parce que c'était aussi le cas en Limousin, c'est l'éponge Scotch-Brite, et elle parle à tout le monde, en général, avec une éponge qui stocke de l'eau, et ça c'est le côté capacitif, un horizon qui gratte, en fait, c'est l'horizon qui permet la circulation de l'eau, et ça c'est ce qu'on appelle la saproque, donc c'est l'aquifère de capacité en volume plus faible, mais en débit beaucoup plus intéressant. Le tout repose sur les formations des péridotites. Alors, on sait qu'elles sont fracturées, mais on sait aussi qu'en profondeur, les fractures se referment. Donc, en fait, elles sont, on dit, perméables en grand, mais dans le détail, elles ressemblent à des roches imperméables. Et tout cela repose sur une semelle imperméable qui est à la base du système. La particularité du pseudokarst, en fait, c'est que dans ces formations
de la SAPROC vont se mettre en place des conduites. On va aller voir un peu plus loin. La seule chose qu'il faut retenir, si vous avez en tête le modèle de nos péridotites, c'est un volume d'eau important dans les latérites, un horizon qui le transporte lorsqu'il la reçoit, sur un ensemble peu perméable qui sont les péridotites, et le tout sur une semelle imperméable, elle, qui retient l'ensemble du système. Si vous vous promenez dans d'autres massifs, à Poum par exemple, vous verrez qu'au pied du massif apparaissent tous les criques. Et ils n'apparaissent pas en haut, ils apparaissent juste à la base des massifs. Et ils sont pérennes. Si j'avance un peu, et là on va rentrer dans le dur, je vais vous présenter une coupe d'électromagnétisme. Alors, l'électromag, vous avez certainement dû en entendre parler il y a quelques années lorsqu'on a fait venir un hélicoptère avec une boucle. C'était le CNRT qui démarrait cette campagne. C'était un hélicoptère qui se promène avec une boucle qui faisait une quarantaine de mètres de diamètre, qui injecte un champ magnétique vers le sous-sol. Ce champ magnétique produit des courants de Foucault dans le sous-sol. En fait, il excite quelque part le sous-sol, qui, lorsque l'on le coupe, nous permet d'écouter la réponse du sous-sol. Donc, on injecte un champ magnétique, on coupe, on écoute. Et puis, on refait ça à plusieurs intensités, ce qui nous permet de descendre dans le système, donc d'aller de plus en plus profond. Et on a investigué, grosso modo, 300-400 mètres de profondeur avec cet électromag. Mais cet électromag nous redonne simplement la résistance électrique des roches. Je ne sais pas si telle roche de telle résistante est une péridotite ou autre chose. Ça, je le confirme après sur le terrain. Mais en tout cas, j'ai déjà une première idée de la superposition de ces roches plus ou moins résistantes. Et je vous présente une coupe dans le sud que je vais localiser au niveau du trou du Tahitien. Donc le trou du Tahitien, il doit être à peu près, je vous remonte, il doit être à peu près là, je pense. Et vous retrouvez en fait dans l'empilement cet horizon bleu là, c'est mes latérites. C'est donc mon fameux réservoir capacitif. À la base, j'ai un petit horizon qui sort mal là, mais qui est plus vert, qui est probablement la SAPROC, et on l'a confirmé avec un certain nombre de sondages. Donc c'est l'aquifère transmissif sur des péridotites, ce qui est rouge, beaucoup plus résistante. Donc le modèle que l'on avait imaginé à partir des coupes géoles et des quelques forages, on le confirme sur le massif du Sud avec l'électromag, avec ses résistivités. Et je vous présente le trou du Tahitien qui est à peu près là, qui a une particularité, c'est que le trou du Tahitien, il est profond. Il est très profond, tellement profond qu'il rejoint l'aquifère transmissif. C'est-à-dire qu'il rejoint la partie de l'aquifère qui s'écoule. Contrairement à certaines dolines qui ne sont que de surface, on va le voir, le trou du Tahitien descend profondément. Alors, j'espère que je peux le faire avec la souris. Très rapidement, mais oui. J'avais une petite animation qui devait présenter. Voici la résistivité des roches présentées par profondeur successive. Vous voyez en rouge les péridotites. Ce qui était bleu ici, qui disparaît, en fait, c'était à la profondeur de 40 mètres, 50 mètres, bientôt 60 mètres. On va voir disparaître le régolithe, les latérites, en fait, ce qu'on exploite. Puis on descend plus profondément et on est dans les péridotites. Et vous voyez ici, alors, je l'ai raté quand elle est passée, on voit un accident qui se prolonge. Il y en a un deuxième ici. Ces péridotites sont marqués par des grands accidents tectoniques. Et on verra qu'ils sont intéressants à plus d'un titre. Bon, je vais passer cette slide. Je reviens sur la plaine des lacs. Et ce que l'on voit sur la plaine des lacs, voici une coupe type. Donc, on est autour de la plaine des lacs. On a ici ces grands lacs, je crois que j'ai positionné. Et puis, je me dirige ensuite vers Port-Boisé et vers l'océan. Déjà, première chose, il y a un relief entre Grand Lac et l'océan qui est composé par des éléments de péridotite. On ne voit pas apparaître à cette échelle-là de communication. Donc, on a des systèmes qui sont divisés. Et puis, si on va dans le détail, on retrouve ce que je vous disais, le fameux système capacitif en bleu, le vert transmissif probablement de la SAPROC, et puis sur les péridotites. Mais si je reviens à Grand Lac, il y a quelque chose quand même qui est assez extraordinaire à penser, c'est que si vous regardez toutes les ABAC, toutes les études qui sont faites sur ce qu'est l'évaporation liée au soleil et au vent, eh bien, on perd en moyenne entre 3 mm, mais ça c'est vraiment une période où il a fait gris et mauvais tout le temps, et 9 mm par jour d'eau. Et vous le connaissez, si vous avez une piscine pas loin de chez vous, elle se vide dans la journée. Elle se vide au fur et à mesure de la semaine, il faut la remplir. Ben, cette évaporation, si vous la comparez à la surface de Grand Lac, vous vous apercevez qu'il est capable de perdre de l'ordre de 5000 m3 par jour, simplement par évaporation. Et comment vous faites tenir un lac si vous le laissez évaporer jusqu'à 15 000 m3 jour dans les périodes de plus grande évaporation?
ça ne peut fonctionner que s'il est alimenté par l'aquifère sous-jacent. Ce fameux aquifère dont je vous parlais dans la Saproc, qui est plein d'eau, il est parfois en captivité, quelque sorte piégé sous les latérites, il s'alimente sur les reliefs et il se met en charge. Il se met tellement en charge qu'il est capable de soutenir les lacs en surface. Et donc, certaines dolines, on va le voir, et certains plans d'eau, certaines zones humides, en fait, sont tributaires des eaux souterraines. On n'y pense pas. Souvent, les eaux souterraines, on les néglige, mais elles sont souvent là pour soutenir. Et puis, quelque part, à partir du moment où vous avez une rivière, vous avez une source. Et si vous avez une source, vous avez une eau souterraine. Les eaux de surface viennent toujours, quelque part, des eaux souterraines. Donc ça, c'est intéressant à rappeler. L'électromagnétisme a montré que le modèle tenait la route. La localisation des conduits karstiques, on sait qu'ils existent, on va revenir dessus, mais on ne les a pas systématiquement vus, parce que c'était une crainte de savoir si ces conduits karstiques pouvaient mettre en communication les deux mondes. Et si je vous représente la plaine du lac et Grand Lac, on était ici. Donc cette zone-là est visiblement alimentée par un aquifère plus profond sous les latérites qui le soutient. Et c'est relativement cohérent, c'est près des reliefs, c'est près des zones où la zone d'alimentation en eau de cet aquifère plus profond de la Saproc est soutenue quelque part avec une forme d'artésianisme, une forme de pression qui est plus importante parce qu'il s'alimente dans les parties hautes et il va s'écouler plus bas. Alors j'ai devant moi un hydrogéologue averti, je sais qu'on a ces phénomènes d'inversion de piezométrie, c'est-à-dire que si je fais un trou dans les latérites, dans certaines zones du sud, si je fais un trou dans les latérites et que je regarde le niveau d'eau, il s'arrête à 5 mètres, je vais dire une bêtise. Si je fais un trou plus profond et je regarde que la Saproc, donc le deuxième aquifère, le niveau d'eau peut s'arrêter à 2 mètres de surface. C'est-à-dire qu'il va être plus haut que le niveau des latérites. Il est en pression dessous. Alors, ce n'est pas le cas général, c'est le cas près des reliefs, c'est le cas près des zones d'alimentation forte, mais c'est un cas qui existe et c'est notre aquifère principal. Alors, ces fameuses dolines, qui sont quand même au centre de l'intérêt sur Ramsar, en fait, on a extrapolé le terme karst au terme des péridotites avec une petite particularité, c'est que quand vous dissolvez du calcaire, tout s'en va, il ne reste rien, ou quasiment rien. Si vous procédez aux mêmes choses avec des péridotites, eh bien, il reste quelque chose. Il reste dans notre système des latérites. Et ces latérites, en fait, elles peuvent tout doucement partir éventuellement et être drainées. Donc, on va créer des drains. Donc ça, c'est typiquement le système type trou du Tahitien. Le trou du Tahitien, il descend dans la Saproc, il va rejoindre le système. Et on verra tout à l'heure sur des photos que le trou du Tahitien, il monte, il descend, il monte, il descend, il est en communication directe avec un aquifère. Il faut distinguer ça du phénomène des dolines plus superficielles, celles de ce fameux aquifère perché qu'on nous trouve sur la cuirasse, qui sont des phénomènes de sous-écoulement sous la cuirasse au niveau des épizolites, avec des effondrements locaux qui sont... Hop là, ça y est, j'ai encore fait trop vite. Avec des effondrements très locaux de la cuirasse qui provoquent des dolines qui sont en eau et qui sont soutenues que par le petit aquifère proche de la surface, qui lui-même peut être soutenu en profondeur, on l'a déjà dit. Mais en tout cas, il faut bien dissocier ces petites dolines peu profondes, qui ne sont que dans les latérites, des grandes dolines comme le trou du Tahitien. Alors, ce fameux trou du Tahitien, on le connaît, on sait même qu'il est à l'extrémité du système, c'est-à-dire qu'il est tout en haut, là, il est dans ce coin-là, je m'étais trompé tout à l'heure, et si je remonte plus haut, j'arrive je change de monde. En fait, je change de monde hydrogéologique, c'est-à-dire que la nappe qui est de l'autre côté du trou du Tahitien, elle va s'écouler vers, comment s'appelle cette rivière? Il y a la Coué en bas et celle du nord, la Coué-Binet. Donc, il va s'écouler vers la Coué-Binet de ce côté-là, et puis vers le sud, le trou du Tahitien, il va aller vers Corboiselle. Donc ça, c'est le contexte du trou du Tahitien. Et si on regarde ce que donnait l'électromag avec le trou du Tahitien, alors, c'est peut-être pas très parlant, mais vous allez voir dessous apparaître 2 coupes d'électromag. On retrouve l'empilement. Et le trou du Tahitien, alors je n'ai pas trafiqué les données, j'ai une profondeur qui est liée au modèle numérique de terrain. Et en fait, le trou du Tahitien, il vient effleurer justement cette Saproc. Alors on le devine à peine, mais dans les coupes, on voit bien qu'il est profond et on voit bien qu'il traverse la totalité des latérites. Le trou du Tahitien, dans le détail, le voici en photo aérienne. Ça, ce sont des photos tirées de Google. Donc en 2010, il est en eau partiellement, en 2012 également, en 2014, il est totalement vide, mais en 2023, il est plein, il déborde.
En 2023, l'aquifère était pleine charge. Donc le trou du Tahitien était totalement en charge et alimenté. Ces fameuses dolines, on les retrouve partout dans le Grand Sud. Ça, c'est un petit exemple sur Port-Boisé, avec la couée qui descend. Vous avez des dolines plus ou moins profondes. Le bleu foncé au milieu là, va montrer en tout cas la profondeur. Et vous avez ces alignements de dolines dans tous les sens. Très rapidement tout à l'heure, dans la première animation où je vous ai montré le massif du Sud, je vous ai dit il y a des grands accidents. Je vous ai montré un grand accident. Eh bien, en fait, ces dolines semblent s'aligner sur des grands accidents. Ah, c'est une information qu'on est en train de commencer à regarder, qui a été étudiée en partie, mais on n'a pas encore fait la corrélation complète avec ces grands accidents. Voilà un deuxième exemple de ces dolines. Vous voyez, ça c'est un petit bout du modèle numérique de terrain. Regardez quand vous le traitez de telle manière de faire ressortir les anomalies, eh bien on voit cette constellation de petits points. Et si je m'amuse à les connecter entre eux en considérant que leur base, c'est l'aquifère, eh bien j'obtiens une surface conforme à l'aquifère des latérites tel que je l'attends dans ce coin-là. Deuxième petit détail, c'est toujours ça vers la couée sud et puis ça vers la rivière qui part à l'est. Là, on est à la limite de deux bassins versants. C'est un phénomène intéressant. Il existe déjà du côté d'Yaté, près du lac. On assistera, alors pas nos enfants directement, ni nos petits-enfants, enfin bref, si tout le monde survit au moins 10 000 ans, il y aura probablement une capture. C'est-à-dire qu'une rivière viendra chercher le bassin versant de sa voisine. Et là, on est très proche d'une zone de capture. Je quitte ces dolines. Alors, pour préciser qu'il y a un usage abusif du mot doline, ces fameuses dépressions dans la cuirasse ne sont pas systématiquement des dolines, mais on a encore des dolines qui se forment à l'actuel. Ça, c'est un petit exemple. Si vous vous promenez sur le Grand Lac, du côté d'Yaté, je m'y suis promené un jour et en marchant sur la cuirasse, il y avait un trou qui faisait 60 cm, un tout petit trou. Et dessous, il y avait 10 mètres de vide. Et des traces de 4x4. Ça, c'est passionnant à remarquer. Moi, j'attends le prochain 4x4 qui va passer là. Parce que là, en fait, c'est parti pour s'effondrer sur un rayon de 10 mètres et faire une grande cavité. Ces phénomènes de suffusion, de départ des matériaux, ils existent encore. Ils sont fonctionnels et les dolines se forment encore à l'actuel. Je vais terminer très rapidement sur cette partie du massif parce que je voulais vous montrer une aussi particularité du massif, c'est qu'il existe quelques sources chaudes. Alors ces sources chaudes, on les trouve en terre, j'allais dire à l'intérieur du massif, mais on les trouve surtout, vous les connaissez, c'est le bain des Japonais, c'est les kaori, c'est toutes ces zones où on a des émanations d'eau chaude. Et ces sources thermales sont probablement l'interaction entre la pluie, l'eau qui descend dans le massif, qui traverse la Saproc, qui rejoint probablement la base du système et qui se réchauffe au contact d'un phénomène qu'on appelle la serpentinisation, qui est lié à la présence de la semelle de serpentine et au phénomène d'obduction. Et cette serpentinisation, elle est exotherme, elle produit de la chaleur. Donc ça nous fait des sources qui reviennent vers la sortie avec des températures de 30 degrés. Alors on suppose qu'en profondeur, c'est 70 degrés. Mais quand elles reviennent à la surface, évidemment, elles se mélangent en montant avec les eaux qu'elles traversent et elles arrivent à 30 degrés. Mais au-delà du thermalisme, deuxième phénomène intéressant, donc on va retrouver l'hypothèse de nos sources et de nos aiguilles chaudes du côté des kaori, avec une zone de transition qui est celle entre le biseau salé et les eaux douces. Quand vous avez des eaux salées, elles sont plus lourdes que les eaux douces, donc elles poussent. Du moins, elles maintiennent les eaux douces au-dessus. Et si vous avez l'océan qui vient par-dessus, les pauvres eaux douces, elles ne demandent qu'une chose, c'est sortir. Donc le biseau salé va provoquer la sortie de l'eau, va provoquer ce qu'on appelle l'exore. Et en fait, on va voir apparaître dans ces territoires-là, dans ces zones-là, donc voici en coupe le système, on va voir apparaître, j'avance un petit peu, quelques anomalies. Et ces quelques anomalies, en fait, ce sont les aiguilles de Prony. Alors, la fameuse aiguille de Prony, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres phénomènes qui sont des exores. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces objets-là, on a commencé à mesurer un certain nombre de gaz, dont l'hydrogène. Donc, c'est aussi une piste intéressante de regarder, au-delà de la simple géothermie, de la production de chaleur, qui est quand même pas très élevée, la production d'hydrogène, qui est aussi un sujet de recherche qui touche le massif du Sud. Voilà, j'ai terminé. Il y a une troisième partie. Voilà, ça faisait la petite post-transition. Alors moi, pour terminer, je vais vous aborder un petit peu les notions de
vulnérabilité, d'opportunité et l'avenir. C'est important quand même. Suite aux travaux d'Angéline du HNC et de Vincent Aubert HDM, elle vous a présenté donc la carte de la baie d'Elisa. Un deuxième travail qui a été effectué par l'équipe, c'est la recherche de la notion de vulnérabilité de nos hydrosystèmes par rapport à une pollution, par rapport à une migration d'un polluant depuis la surface vers le terrain naturel. Donc en fait, on a abouti à cette carte-là. Tout ce qui est en rouge, c'est les zones où on a des plus fortes vulnérabilités par rapport à là où on va être en vert. En fait, on va avoir 5 classes du très, très faiblement vulnérable à très vulnérable, très rouge. Et en fait, cette carte, elle a été éditée dans un souci de venir en aide aux décisions pour les gestionnaires. Parce qu'à l'échelle du territoire, on est amené à donner des autorisations de prélèvement d'eau et à développer des plans d'urbanisme, des schémas directeurs AEP. Mais à un moment donné, il faut aussi, comme je vous l'ai dit en introduction, réfléchir de manière intégrée et prendre vraiment en compte tous les paramètres à notre disposition pour mieux gérer notre ressource en eau, qu'elle soit superficielle ou souterraine. Donc, en fait, un des travaux majeurs, ça a été l'édition de cette carte. Et voilà, comme vous le voyez, hein, au niveau des îles Loyauté et côte Est, et surtout la partie Grand Sud, on a des vulnérabilités qui sont très importantes. Sur le reste du territoire, c'est moins vulnérable parce qu'on a souvent des horizons altérés qui sont suffisamment développés et qui viennent protéger, entre guillemets, la ressource souterraine. Après, comme je vous le disais, pour pouvoir mieux gérer de manière intégrée, il faut forcément connaître notre usage de l'eau et mettre cette notion de connaissance des usages par rapport à la notion de ressources. Vous avez sur l'illustration que je vous présente ici les besoins qui ont été recensés en 2019 dans le cadre des travaux de la politique de l'eau partagée que je vous présenterai un petit peu après. On peut voir qu'on a des besoins agricoles majeurs sur la côte ouest, là où il pleut le moins, si vous vous souvenez ce que je vous ai présenté en début. Grand Nouméa, la zone d'urbanisation la plus importante du territoire, mais aussi une des zones où on a le moins de ressources en eau directement disponibles. Donc c'est pour ça qu'on fait venir l'eau du barrage de Dimbéa majoritairement ou du champ captant de la Tontouta. On a aussi d'un point de vue agricole cette fois-ci, mais aussi industriel, des demandes en prélèvement d'eau majeures en période d'étiage, là où il pleut le moins. Et aussi, on ne va pas se leurrer, vous êtes au courant sûrement parce que je pense qu'on fait suffisamment de communication dessus, on n'est pas bon. Pourquoi on n'est pas bon? Parce qu'on surconsomme notre eau. En Nouvelle-Calédonie, on est entre 230 à 1600 litres par jour par habitant en consommation d'eau potable. Nouméa, à peu près 300. À titre indicatif. En France hexagonale, c'est 150 litres par jour par habitant. En Australie, c'est 220 à 250. Australie qui fait partie des pays les plus consommateurs d'eau dans le monde. Donc, on a un réel travail à faire sur nos pratiques, nos méthodes de consommation. Alors, bien sûr, le 1600 litres par seconde, c'est parce qu'il y a des usages agricoles dans cette zone qui pompent sur le réseau AEP. Mais quand même, quand on sait qu'à Nouméa, on est à 300 litres par jour par habitant, c'est quand même un petit peu alarmant. Après, autre élément que je ne vais pas vous apprendre, mais qu'il est important de rappeler, c'est qu'on va avoir des activités impactantes à l'échelle du territoire. Les feux, qui vont détruire les bassins versants, le couvert végétal, favoriser l'érosion, les activités industrielles et aussi les espèces exotiques envahissantes qui, elles, par abrutissement, vont dégrader le sous-bois et du coup limiter les phénomènes d'infiltration. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des apports pluviométriques qui sont très variables. Donc, ce qui fait que le cycle ressources en eau et usage, il est souvent déficitaire en Nouvelle-Calédonie, ou du moins il est déséquilibré de manière récurrente. Ce qui fait qu'on va avoir des contraintes très importantes à l'échelle du territoire dans les notions de gestion et d'aménagement
et parfois avec des périodes où on ne peut pas distribuer de l'eau potable à la population, ce qui mène à de réels problèmes et de réels questionnements. Sur ce, on rajoute, parce que, on aime bien ça, le changement climatique. C'est une réalité avec laquelle il va falloir qu'on fasse avec. On a des prédictions du GIEC, de Météo-NC, de l'IRD. Alors, à l'échelle mondiale, une augmentation de la température pour les scénarios les moins pessimistes, on va dire, entre 1,5 et 2 degrés, et jusqu'à 4 degrés pour les scénarios les plus pessimistes. Et plus à l'échelle de la Calédonie, ou du moins du Pacifique. Il a été estimé une diminution entre 5 et 20% des précipitations. Alors déjà, quand on a des zones en carence, en pénurie d'eau par la pluviométrie, avec 20% en moins, ça va être encore plus compliqué. Du coup, les périodes d'étiage vont être plus longues, avec tous les problèmes que ça va engendrer sur la disponibilité en eau, que ce soit pour l'humain, mais aussi pour les animaux. Une augmentation aussi du nombre et de la durée des vagues de chaleur. Une augmentation des températures du lagon. Enfin, c'est la chaîne, et j'aurais pu continuer. Donc, on va avoir une influence notable sur les réservoirs d'eau, augmentation de la vulnérabilité des eaux superficielles, mais aussi, du coup, diminution de la recharge de nos eaux souterraines. Donc, sur du long terme, abaissement des niveaux des nappes et potentiellement aussi modification de la géochimie et de la qualité de ces eaux souterraines. Une influence non négligeable sur la biosphère, avec des changements de conditions de vie liés soit à des assecs trop réguliers et plus longs, soit à des augmentations de température. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, une influence sur les feux de forêt, avec une augmentation des feux de forêt prévus. Bon, en Nouvelle-Calédonie, on sait très bien que la majorité des feux de forêt sont liés à l'homme. Mais là, peut-être qu'on aura aussi des feux de forêt liés aux conditions climatiques. Donc, qui dit plus de feux, dit plus de surface de sol nu, donc favorisation de l'érosion des sols. Donc, toutes les matières superficielles vont transiter ce qu'on appelle le transport solide vers les cours d'eau. Donc, on va avoir un envasement des cours d'eau, un engravement des cours d'eau, mais aussi une libération des éléments traces métalliques. Donc, tous les métaux qui vont être contenus dans le sol vont arriver dans les cours d'eau et par des réactions géochimiques vont être libérés et donc ça va dégrader la qualité de nos eaux, qu'elles soient superficielles ou souterraines. Du coup, fort de ces constats, en 2008, il y a eu les Assises de l'eau. C'était vraiment le premier travail de réflexion intercollectivité sur qu'est-ce qu'on fait demain de nos ressources en eau et comment on les gère. Ça a posé des bases. Après, il n'y a pas forcément eu de portage et de volonté d'aller plus loin en fait sur cette thématique. Et il a fallu attendre 10 ans après pour qu'il y ait un nouveau forum de l'eau, un nouveau portage des collectivités de cette thématique majeure qui a abouti en 2019 à l'élaboration d'un schéma pour une politique de l'eau partagée, la fameuse PEP. La PEP, ça a regroupé plusieurs échelles, donc comme je vous l'ai dit, des collectivités, la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, des établissements publics, à une échelle aussi régionale, comme la CPS, à l'international, mais à l'échelle du territoire, c'est aussi plus de 500 acteurs, privés ou publics, qui ont pu participer, qui ont pu donner leur avis et exprimer leurs besoins par rapport à la ressource en eau. Il en est sorti quoi? Que l'eau, c'est un enjeu collectif, on est tous impliqués, on est tous responsables, l'eau c'est la vie, c'est le grand slogan. C'est un pilotage institutionnel pour justement avoir cette vision intégrée et globale et pouvoir avoir un maître d'orchestre, on va dire, qui assure une cohérence dans toutes les actions qui vont être menées et qui va permettre de vraiment regrouper toutes les initiatives sur l'amélioration de notre gestion et de notre connaissance de l'eau. Ça passe impérativement par aussi la création d'une loi de pays sur le domaine public de l'eau pour donner un statut juridique à l'eau, parce que c'est quelque chose qui manque actuellement en Nouvelle-Calédonie ou qui est du moins obsolète parce que les lois sont trop anciennes.
Et plusieurs des objectifs, il y a eu 6 objectifs stratégiques et 5 objectifs transversaux, mais je vous en ai mis juste 2 qui sont importants par rapport aux eaux souterraines. C'est concilier justement ce que je vous dis depuis tout à l'heure, les usages avec la ressource. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait une bonne connaissance de nos ressources, une estimation de nos besoins et une connaissance aussi des volumes prélevés. Parce qu'actuellement, malheureusement, on a des faiblesses sur la connaissance en ressources, mais aussi sur les volumes prélevés. C'est qu'il y a eu beaucoup d'autorisations qui ont été délivrées, mais pas forcément de comptage ou de suivi actuellement de ces autorisations et de ces volumes prélevés. Donc ça va faire l'objet de travaux dans les années qui arrivent. Et aussi, pour pouvoir concilier nos usages avec notre ressource, il faut pouvoir identifier qu'est-ce qu'on définit comme ressources stratégiques et comment on les protège. Donc, quel bassin versant stratégique, notamment pour une utilisation AEP, on va sanctuariser, entre guillemets, et on va protéger. Donc, ce sont des bassins versants sur lesquels il y aura plus d'efforts qui seront mis pour limiter les feux de forêt ou venir reboiser et limiter les activités potentiellement polluantes. Mais voilà, comme je vous ai dit, une des faiblesses actuellement de l'état de cette politique de l'eau, c'est qu'on a un manque de connaissances. Parce que, notamment sur les eaux souterraines, comme vous l'a présenté Angéline dans la baie des Lizards, on a la structuration, mais on n'a pas encore les épaisseurs, on n'a pas encore la connaissance de oui ou non il y a de l'eau, et encore moins la connaissance de elle est à telle profondeur et elle a telle qualité géochimique. Néanmoins, les eaux souterraines, l'avantage par rapport aux eaux superficielles, c'est que sur l'un des tout premiers schémas que je vous ai présentés, il y avait la zone non saturée. En fait, cette zone-là, elle va servir de zone de tampon, notamment aux périodes de sécheresse, qui assure quand même qu'on ait de l'eau à un certain niveau pendant une grande période dans l'année. On va avoir aussi une certaine qualité épurative liée à notre sol, qui va éviter la prolifération bactériologique et qui va rendre relativement stable la qualité physico-chimique de nos eaux. Et ça sert, voilà, c'est comme je vous ai dit, il y a un effet tampon. Par contre, les eaux souterraines en Nouvelle-Calédonie, de par aussi la diversité géologique, vont être fortement influencées par nos lithologies. Et donc, parfois, on va avoir des eaux souterraines à disposition, mais qui ne sont pas forcément potabilisables directement, qui vont nécessiter des traitements géochimiques importants. Et par rapport à ça aussi, un constat qui est fait, c'est que sur tous les hydrosystèmes qu'Angéline a pu vous présenter, vraiment celui qu'on connaît le mieux et qu'on maîtrise le mieux, c'est le système des péridotites. Parce qu'il y a eu des thèses qui ont été faites dessus, mais aussi parce qu'on a l'activité minière qui, par sa réglementation, est obligée de faire des suivis. Et ces suivis apportent beaucoup de données qui nous permettent justement de connaître ce milieu-là, à l'inverse des autres hydrosystèmes de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pourquoi les eaux souterraines sont une ressource stratégique au potentiel à préciser, mais que ça ne reste pas une sorte de solution miracle. On ne va pas d'un coup supprimer tous les captages superficiels et mettre des forages. L'idée, c'est vraiment de combiner les eaux de surface et les eaux souterraines pour répondre au mieux possible, en fonction des besoins et des usages, à la disponibilité de la ressource en eau. Alors, pour faire tout ça, le constat, plutôt, c'est qu'on a une compétence eau qui est éclatée entre les différentes collectivités. Jusqu'à très récemment, il y avait une délégation de compétences eau du gouvernement vers les provinces. Ça a été rapatrié au gouvernement dans le cadre de la PEP. Mais même au sein du gouvernement, on est plusieurs directions, entre la DIMAC, la DAVAR, la DAS, à gérer la ressource en eau. De fait, on a des bases de données qui sont un peu éclatées dans tous les services, qu'ils soient encore provinciaux ou gouvernementaux. On a aussi beaucoup de données chez des privés ou des bases de données chez des privés. Donc, ce qui fait qu'on a une multitude
de points d'entrée qui ne facilitent pas justement notre recherche de gestion intégrée. On a certains suivis qui sont existants sur des nappes alluviales et qui sont effectués par la DABAR et notamment sur les massifs aussi, comme je vous l'ai expliqué juste avant, par les mineurs. On a aussi certains suivis de l'intrusion marine. Les provinces, depuis plus d'une dizaine d'années, ont fait des efforts, quand ils avaient la compétence de la gestion de la ressource en eau, de réaliser des études de biseau salé, donc de l'intrusion de l'intrusion marine, dans les terres, pour justement pouvoir mieux gérer les demandes de prélèvement en eau. Parce qu'il ne s'agissait pas de donner un accord favorable à tous les forages qu'on avait. Il fallait aussi réfléchir par rapport à cette menace, parce que comme ça vous a été présenté par mes collègues, une fois que l'eau salée elle est rentrée, elle est là et elle ne disparaît pas. Et on est un petit peu foutu. Du coup, on a aussi une autre donnée d'entrée, c'est les études privées lors d'implantation de forage. Parce que ça, ce sont des données majeures et c'est ces données-là qu'il faut qu'on arrive à acquérir et à avoir de manière fiable pour compléter la BDSS et pour à terme mettre à jour notre BD-LISA. Donc, en perspective, par rapport à tout ce constat-là, c'est qu'il faut qu'on arrive à valoriser, à harmoniser nos données, à disposer d'outils interopérables et faciles d'utilisation pour l'ensemble des utilisateurs, qu'ils soient au sein des collectivités ou d'un privé, tout simplement. L'idée aussi, c'est de mettre en place un réseau hydrogéologique patrimonial à l'échelle du territoire pour justement venir acquérir de la donnée sur les hydrosystèmes autres que le massif péridottique ou certaines nappes alluviales, notamment l'aquifère des basaltes, parce que comme Angeline vous l'avez présenté, c'est vraiment une ressource importante qui est mal connue actuellement et qu'il faut vraiment qu'on apprenne à connaître, parce que c'est quelque chose qui est vraiment majeur d'un point de vue représentation géographique du territoire. Et à terme, pourquoi pas, on va rêver un petit peu, créer des indicateurs d'évaluation de la quantité de l'état quantitatif et qualitatif des eaux souterraines, pour produire des cartes et des synthèses de l'état quantitatif et qualitatif des nappes. Un petit peu comme il se fait en France hexagonale, le BRGM, voilà, il produit régulièrement des cartes de situation de nappe avec si on a de l'eau, si on est en problème de pénurie, de sécheresse ou pas. Et ça, c'est vraiment un des objectifs qu'on a, mais ce n'est pas demain, c'est après-demain, on va dire. Vincent vous en a beaucoup parlé. L'électromagnétisme héliporté, c'est une donnée qui a fait ses preuves pour les analyses géologiques et hydrogéologiques. Et il y a quand même plus de 3000 km² là, du territoire qui ont été survolés, que ce soit dans le cadre de vols privés ou publics scientifiques. Donc maintenant, c'est à nous de travailler sur ces données-là et d'aller plus loin que les premières valorisations qui ont été faites pour justement venir compléter nos modèles hydrogéologiques. Et en parallèle, petite promo, on est en train de mener au gouvernement un projet qui s'appelle le projet Hydro-EMHNC. Donc, on cherche des financements et là, comme c'est quand même plusieurs centaines de millions de francs, on voit avec le fonds vert ou le fonds exceptionnel d'investissement de l'État pour venir survoler des zones. Donc, bien sûr, c'est des zones qui n'ont pas déjà été survolées en électromag à l'échelle du territoire. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs zones qui ont été classées en fonction des priorités. Ces zones, elles ont été sélectionnées de manière conjointe avec plusieurs directions du gouvernement en prenant en compte des critères variés liés aux zones prioritaires identifiées dans la PEP, mais aussi par rapport aux zones isolées qui ont été identifiées par la DAS, la BD-LISA, la BDSS. Enfin, voilà, on a essayé de mettre en commun toutes les données qu'on avait pour cibler et identifier plusieurs zones. Donc, ça représente à peu près 4000 km² qui pourraient être à survoler et qui nous permettraient d'acquérir une connaissance. Alors, comme l'a dit Vincent, ce n'est pas magique. L'électromag, ça ne va pas nous dire il y a de l'eau, il n'y a pas de l'eau.
Après, il faudra qu'on travaille avec les données géologiques qu'on a à disposition pour vraiment venir dire oui, on a de l'eau ou pas. Mais par contre, ça nous permet de couvrir de grandes surfaces du territoire relativement rapidement. Et c'est ça l'intérêt de cette méthode, en fait. Un autre point clé, j'en ai un petit peu parlé depuis tout à l'heure, c'est la géochimie de l'eau. Et je vous rassure, c'est la dernière slide. C'est bon, vous avez bientôt fini. Pourquoi la géochimie des eaux est-elle importante? Parce que une fois qu'on aura acquis la connaissance de on a de l'eau, le but quand même, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour de l'alimentation en eau potable, de l'AEP? Est-ce qu'on va plutôt l'utiliser pour de l'irrigation de culture, pour l'abreuvement d'animaux? Ou alors, sa qualité physico-chimique ne permet pas un usage autre que de la laisser dans le sol et la laisser tranquille. Et il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas actuellement de notion de bruit de fond géochimique. C'est qu'on ne va pas avoir, pour tel hydrosystème, voilà, je vais avoir tant de concentration en calcium, en magnésium, voilà, enfin, avoir un profil type de l'eau à laquelle on peut s'attendre. Il y a des travaux qui sont en cours, des travaux scientifiques menés notamment par le CNRT ou le projet RFO à l'échelle plus globale. On a aussi toutes les bases de données qui sont existantes, notamment la base de données ATIA de la DAVAR qui recense toutes les analyses d'eau, mais souvent ces bases de données sont incomplètes ou alors les données sont souvent peu fiables, malheureusement. Et une autre donnée qui pourrait être utilisée aussi dans le cadre de cette recherche et cette définition de fond géochimique, ce sont les données qui sont présentées là sur la carte que vous avez ici. En gros, on voit la répartition des points de données de géochimie, mais de cette fois-ci de sédiments de rivières. Mais on sait très bien qu'il y a des interactions géochimiques entre les sédiments et l'eau des rivières. Et donc, valoriser cette base de données de l'étude BRGM réalisée dans les années 80-90 permettrait aussi d'acquérir une connaissance qu'on pourrait valoriser pour mieux comprendre aussi la géochimie de nos rivières. Et une fois que toutes ces données-là seront finalisées et acquises, on aura un bruit de fond géochimique et on pourra compléter notre base de données LISA et pouvoir ainsi mieux répondre aux demandes des gestionnaires, qu'ils soient gouvernement, province ou commune. Et voilà, merci. Si vous avez des questions, on va faire passer le micro dans la salle. Donc, vous levez la main et j'arrive. J'arrive. Bonsoir, merci pour la présentation. Du coup, pour compléter la BDSS, en fait, l'idée, c'est de fusionner un petit peu toutes les différentes bases de données que vous avez dans les différents services, ou vous avez une méthode que vous voulez mettre en place en plus pour de données, justement. Alors, oui, il y a une première étape, c'est essayer de travailler avec les autres bases de données qui existent pour la compléter. Mais il y a aussi un gros travail d'archivage à faire parce que, par exemple, sur les 5000 points qu'on a, on n'a que 482 points avec une coupe géologique. Donc là, on a un gros travail d'archivage à aller chercher. On va devoir recontacter toutes les sociétés de foration, éventuellement tous les privés pour qui on sait qu'ils ont un forage, pour essayer de retrouver ces documents-là et de tout rentrer de manière manuelle. Donc voilà, c'est un gros travail qui nous attend. On le sait, on nettoie la base régulièrement. Après, un des problèmes auxquels on fait face avec Angéline, c'est que nous, on va créer un point, par exemple, quand il y a une demande d'autorisation de prélèvement d'eau et de forage. Mais après, les propriétaires qui vont créer le forage ne vont pas forcément renvoyer les données. Donc, c'est là où il va falloir aussi qu'avec la DAVAR
Et avec les provinces qui avant avaient la compétence, on fasse un petit coup de relancer tout le monde, on va dire, pour qu'on puisse récupérer les données et les intégrer à la BDSS. Et c'est vrai que ça, c'est un réel problème parce qu'on a une base de données qui est au top, qui pourrait vraiment être un outil très performant, mais du fait qu'on a très peu de données, actuellement, on ne peut pas le valoriser à sa juste valeur. Un complément aussi, il faut voir qu'en Nouvelle-Calédonie, alors par rapport à ce qu'on connaît en France hexagonale, on a souvent eu une politique d'opportunité sur la donnée, de cueillette en fait de l'information. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait un mineur, en l'occurrence, souvent c'est eux qui font le plus grand nombre de trous, mais on récupère la donnée. Par contre, on n'a jamais eu tellement de politique proactive pour aller acquérir de la donnée là où personne n'est jamais allé acquérir de la donnée. Et c'est ce fameux problème du bruit de fond. À l'heure actuelle, on a tendance à comparer un site minier avec un autre site minier. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Je n'ai pas de sondage pour le savoir. Donc, il y a une réflexion aussi à avoir sur la qualité de la donnée qu'on veut récupérer dans la BSS, et notamment cette volonté d'avoir une démarche patrimoniale, d'aller cibler soit à travers des programmes de recherche, par exemple, qui vont acquérir de la donnée qu'on va pouvoir valoriser. Le SGN l'a fait sur les fliches, à un moment, sur le massif dans des secteurs hors secteur minier. On parle de l'hydrogène, mais ça sera aussi l'occasion d'acquérir de la donnée et essayer d'avoir une politique d'acquisition de la donnée qui ne soit pas uniquement une politique d'opportunité sur ce que font les privés, mais peut-être sur des réseaux qu'il va falloir orienter. Parce que c'est vrai que le rattrapage de l'historique va être monstrueux en termes de volume, mais peut-être pas non plus si énorme que ça, parce qu'on est quand même un petit territoire, peu d'habitants, finalement au kilomètre carré, donc on n'aura pas non plus une densité d'un point tous les kilomètres carrés, parce qu'on n'a pas un usager tous les kilomètres carrés forcément d'un sondage ou d'un forage. Bonsoir, merci. J'avais une question concernant la partie pollution liée aux incendies et pollution des cours d'eau. Est-ce que la DIMINC est proactive ensuite au niveau gouvernemental pour faire de la prévention sur tout ce qui est entretien des cours d'eau, même si c'est plutôt la DAVAR, mais comme vous êtes de partout et que vous êtes un peu les inspecteurs, est-ce que effectivement vous pouvez être proactif sur la partie prévention des incendies ou en tout cas protection des massifs forestiers? C'est pas notre mission première, malheureusement. On essaye au mieux possible quand on le peut, mais là c'est plus la compétence de la DAVAR notamment sur ces parties-là, tout ce qui est gestion du cours d'eau. Nous, au niveau de la DIMINC et du SGNC, on va être plutôt dans tout ce qui est acquisition de la connaissance, diffusion de la connaissance et ressources en eau souterraines. On a, voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, ces répartitions de compétences eau entre les différentes directions. Après, au niveau du SMC, le service mine et carrière, c'est eux les inspecteurs, parce que les autres services, bon, après, il y a aussi le service industrie pour la partie CPE. Donc là, on est un peu moins lié au feu de forêt. Nos collègues du SMC voilà, essayent aussi de sensibiliser les populations autour des mines par rapport aux feux de forêt et les mineurs, parce qu'eux aussi, ils ont des obligations réglementaires par rapport au feu, mais qui sont liées que dans leur zone soumise à autorisation. Après, c'est vrai que là, nous, on arrive à la limite de l'exercice qu'on peut faire. Mais néanmoins, sur de la communication. Par contre, sur l'acquisition de connaissances, on va valoriser tous les travaux. Notamment, il y a une thèse de Gaël Derry ici dans l'amphithéâtre, à l'île des Pins. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a eu des très gros problèmes de présence de nickel dans l'eau potable à l'île des Pins. Et voilà, une des causes qui a pu être mise en avant, ce sont les incendies, notamment d'Épinus, qui ont... Bon, alors c'est un petit peu particulier parce qu'il y a une doline aussi. Voilà, on regroupe un peu tout à l'île des Pins sur un massif péridotitique. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques récemment sur justement les interactions entre les feux et les transferts d'éléments traces métalliques, la contamination des eaux superficielles et des eaux souterraines aussi. Donc voilà, donc là-dessus, c'est notre rôle à nous de valoriser cette connaissance et de pouvoir la mettre en avant et de l'intégrer
dans nos bases et dans nos systèmes de connaissance des hydrosystèmes, en fait. Et ça va, par exemple, notamment permettre de faire des V2, des cartes de vulnérabilité. La partie pollution, parce que c'est une information qui est quand même intéressante à connaître. Le grand tuyau qui alimente Nouméa, il capte les eaux de la Tontouta au niveau d'un massif d'infiltration qui sont les alluvions dans la dernière boucle avant de sortir du massif. Il faut savoir que depuis le fonctionnement de ce grand tuyau, on ne l'a jamais coupé pour des problèmes d'eau rouge, alors que la rivière coulait. Il faut voir aussi que pour nous, eau souterraine, on a une certaine protection naturelle, ne serait-ce que par le pouvoir filtrant. Et par exemple, les eaux souterraines ne sont, alors je vais dire jamais, on me trouvera toujours un contre-exemple à la sortie d'une doline, mais elles ne sont jamais turbides, elles ne sont jamais rouges, les eaux souterraines, elles sont protégées par le massif. Donc la problématique haute surface et vulnérabilité est bien différente de la problématique eau souterraine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, on va clore la conférence. Donc, merci à tous. Merci aux conférenciers. Merci à vous. Donc, on clôt notre cycle de conférences sur les zones humides. Donc, on espère que ça vous a intéressé. Et je vais conclure en vous parlant de la prochaine conférence qui aura lieu prochaine conférence Sénature qui aura lieu le 18 juin. Donc sur le palmier chou, qui est une espèce endémique et en danger d'extinction en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des travaux qui ont été faits dessus. Donc je vous invite à venir à la prochaine conférence pour en savoir plus sur cette espèce. Merci à tous et bonne soirée.